Je voudrais vous rappeler qu'à Saint-Tropez, en l'an 2000, ou plutôt en 1999, nous nous demandions comment marquer le changement de siècle et de millénaire. Et nous étions face à toutes sortes d'initiatives, des communes de France, des régions, des départements, des pays du monde. Tout le monde partait dans d'extravagants projets et on se disait qu'avec nos faibles moyens, comme vous le savez, nous ne pouvions pas aller aussi loin que cela. Et une des idées que nous avons eues, puisque nous changions de millénaire, c'est de nous donner rendez-vous tous les ans pour débattre, nous informer sur toutes sortes de sujets scientifiques susceptibles de nous poser à nous, publics profanes, toutes sortes de problèmes, de questionnements. Et nous nous sommes dit que ce serait le bon moment de mettre en contact direct et en dialogue les scientifiques, ceux qui savent, ceux qui travaillent, ceux qui étudient, ceux qui expérimentent, et nous, les profanes, et de faire en sorte que s'ouvre le plus possible un débat entre justement les sachants et les ignorants que nous sommes. Et finalement, depuis 2000, nous avions débuté nos mystères, qui s'appelaient de l'an 2000 à l'époque, qui maintenant s'appelle du XXIe siècle, par le temps. Voilà, on avait osé. L'année d'après, on était encore plus gonflé, si vous me permettez ce terme. Le sujet que nous avions traité était tout simplement, M. Coppens, l'homme. Voilà. Il y avait de la matière, il y avait ce qu'il fallait. Ensuite, nous avons abordé les religions, je crois me souvenir. Ah oui, l'homme et les religions, exactement. Ensuite, l'espace, et c'est là où nous avons fait connaissance avec Francis Rocard. Francis Rocard est le responsable des programmes d'exploration du système solaire au CNES. Il était donc venu pour ces mystères de 2002 ou quelque chose de 2002, et depuis il nous a fait le plaisir de nous accompagner chaque année pour nous conseiller, nous guider et apporter cette matière scientifique que bien sûr nous ne connaissons pas quant à nous. Et Francis Rocard participe à un groupe dont je voudrais saluer deux membres éminents qui sont présents parmi nous ce soir. D'abord, M. Yves Coppens, qui est paléoanthropologue connu, reconnu dans le monde entier, et que nous suivons, M. Coppens, avec toujours beaucoup d'intérêt et de plaisir, et ce sera encore le cas aujourd'hui. Merci d'être à la table de ce comité scientifique. Et puis M. François, M. Lehmann, qui est quelque part par là, qui nous fait le plaisir aussi de nous retrouver. Et c'est grâce à des hommes comme cela eh bien, que nous avons pu, d'année en année, aller donc de l'espace à l'atome, de l'atome au génome, puis nous sommes venus aux sciences humaines avec les rencontres culturelles de la Méditerranée, puis nous sommes revenus au cerveau, c'était l'année dernière, je crois, et puis donc nous voilà cette année sur leur conseil, sur ce thème du climat. Je ne vais pas faire de longs discours, vous y êtes tout autant intéressés que moi, tout autant intéressés que nous tous, et ça tombe à la fois bien et à la fois mal. Bien parce que les premières conclusions du Grenelle de l'environnement viennent d'être exprimées, et il n'y a pas de doute, je le crois, que des textes de loi vont fleurir dans le courant de l'année prochaine, et je pense que c'est une très bonne chose, mais aussi mauvaise nouvelle, parce que nos journées tombent en même temps que les rencontres de Bali, qui sont elles-mêmes, qui vont être la suite de Kyoto, et c'est dire si le monde scientifique intéressé à ces sujets est en ce moment à Bali, et nous n'en sommes que plus heureux, messieurs, monsieur Coppens, Francis et tous les autres, que vous soyez ici. Et je voudrais particulièrement saluer la présence de notre autre invité d'honneur avec monsieur Coppens, c'est monsieur Hubert Reeves, qui est astrophysicien, bien sûr, bien connu, directeur de recherche au CNRS, mais aussi dans les facultés américaines, du Canada au départ, c'est bien ça. Et M. Rie va venir nous faire bénéficier de sa très grande expérience en la matière. Bref, je voudrais aussi saluer Dominique Leglu,
qui fidèlement revient nous accompagner. C'est Science et Avenir qui est avec nous d'abord, et ensuite Dominique Leglu va donc animer aussi les débats avec l'homme que l'on attend et qui ne saurait tarder ce soir un peu plus tard, c'est Patrice Drevet, on ne pouvait pas le manquer, l'homme de la météo de France 2, c'est bien ça? Voilà, qui va donc nous rejoindre. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous remercie de votre présence et je suis intimement persuadé que nous allons vivre des moments extrêmement intéressants et sans doute, je le pense aussi, exceptionnels. Merci de votre présence et merci à toutes celles et ceux qui ont organisé ces rencontres, parce que croyez-moi, vous le savez, ça n'est pas simple et je peux constater que pour ce qui est dans tous les cas des décors qui sont de Saint-Tropez, les choses pour le moment sont à peu près bien. Merci. Merci. Merci, monsieur le député maire. Je ne vais pas être très long, juste pour vous dire que nous allons parler du climat, que ce n'est pas parce qu'il y a du vent aujourd'hui que la Terre se réchauffe, ça n'a rien à voir. Ça s'appelle la météo, et la météo, ce n'est pas le climat. C'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas parce qu'on a eu une canicule en 2003 que la Terre se réchauffe. Là aussi, on a tendance à raccourcir tout ça. Vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué. Et j'espère qu'en pendant ces 3 jours, vous aurez les éléments de réponse qui, malheureusement, ne sont pas très réjouissants à entendre. C'est que la situation est quand même assez préoccupante. Merci à mon ami Jean-Louis Fellouz qui m'a beaucoup aidé pour monter ce colloque. Merci Jean-Louis. Sans toi, j'aurais peut-être eu beaucoup de difficultés. Donc, je te remercie chaleureusement. Un mot sur les sessions, rapidement. On va commencer par parler du passé, parce que le climat passé va nous renseigner sur le climat futur. C'est la session qui va suivre maintenant. Et vous allez voir que le climat a beaucoup varié dans le dernier million d'années. Nous en avons des preuves multiples et les intervenants vont vous détailler tout ça. Demain matin, nous démarrons à 10 heures et cette fois, nous allons aborder la question des paramètres mesurés aujourd'hui qui prouvent qu'effectivement le réchauffement a commencé. Et vous allez voir là aussi que nous avons beaucoup d'informations importantes à vous transmettre, que la question n'est plus de savoir si ça se réchauffe. Les causes du réchauffement sont sans équivoque. C'est le GIEC qui parle, c'est pas moi. Et le GIEC, c'est 2000 scientifiques du monde entier. Et donc, il y a un consensus parfaitement clair là-dessus. Demain après-midi, nous parlerons du futur, nous parlerons des modèles. Et là, les choses se compliquent. Qui dit modèle dit imprécision. Qui dit modèle dit hypothèse de travail. Est-ce que nous allons continuer à fonctionner sur Terre business as usual, c'est-à-dire comme nous le faisons actuellement? Ça crée, les modèles nous montrent que les choses vont devenir vraiment préoccupantes. Est-ce qu'on va pouvoir modifier nos habitudes et limiter les émissions de gaz à effet de serre? Là, c'est une question auquel je n'ai pas de réponse, mais nos intervenants pourront formuler des hypothèses et tenter de donner des éléments de réponse. De toute façon, ça se réchauffe. Le problème est de savoir à quel niveau on va se stabiliser vers 2020, vers 2030 ou vers 2050. Et finalement, dimanche matin, à 10 heures, nous aborderons le sujet plus économique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut faire, comment peut-on s'adapter. On ne parle pas de lutter, parce que là, on ne lutte pas contre la situation, il va falloir s'adapter à cette situation. Et nous aurons des spécialistes qui vont nous parler un petit peu d'économie et de savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour limiter le problème. Et voilà, donc un colloque qui va être sûrement très très riche. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'il pleut que le climat se réchauffe, c'est plus complexe que ça. Alors maintenant, je voudrais introduire Hubert Reeves, mon ami Hubert Reeves, qui a bien voulu venir nous... Hubert est un astrophysicien, mais j'aime bien cette image. Il a retourné son télescope depuis une dizaine d'années pour regarder la Terre parce qu'il me l'a dit tout à l'heure, la situation est préoccupante. C'est ce qu'il appelle le mal de terre et il va un petit peu nous donner son sentiment sur ce mal de terre. Merci Hubert. Merci. Oui, alors moi pendant des années j'ai fait des conférences sur le ciel, sur les étoiles, sur les galaxies, les nébuleuses.
Et depuis un certain temps, je fais des conférences où je parle de problèmes actuels. Et les gens me disent, ah, c'est dommage. Dans le temps, vous nous parliez de choses, vous nous faisiez rêver avec des étoiles, des galaxies. Et puis maintenant, vous nous racontez des choses dures. Mais je leur dis, ben, il faut être réaliste. On ne peut pas passer sa vie à rêver. Il faut bien se rendre compte de ce qui se passe ici sur la Terre. Et si on veut mettre en œuvre des moyens de coexister avec ce qui se passe, la première chose, c'est de le savoir. C'est d'avoir des données scientifiques crédibles sur la situation. Souvent, les gens m'ont demandé, toi qui es familier avec la méthodologie scientifique, voilà, on entend des rumeurs très contradictoires. Les uns disent ça va mal, c'est la catastrophe, c'est foutu. D'autres disent mais non, tout ça c'est de la foutaise, ça va très bien, ça va mieux que jamais. Alors ils m'ont dit, est-ce que tu ne pourrais pas, toi qui es habitué aux chiffres, aux diagrammes et tout ça, est-ce que tu ne pourrais pas jeter un coup d'œil, essayer de nous donner, savoir où on va avec tout cela? Alors j'ai commencé il y a quelques années, et évidemment, grâce à Internet, vous avez toutes les meilleures données. Le dernier congrès à Miami sur les pluies acides, vous savez tout en un rien de temps. Et je dois dire que chaque fois que je regardais un domaine, j'étais vraiment accablé. Je m'apercevais que les choses étaient beaucoup plus graves que ce que j'avais pensé. Et surtout, en astronomie, on est habitué à parler de millions d'années. Ben non, là, on ne parle plus de millions d'années, on parle de décennies. Et moi, j'ai des enfants et des petits-enfants, j'en ai un qui a 1 an. Dans 50 ans, moi, je ne serai plus, sans doute, mais lui, vraisemblablement, il sera. Et j'ai été très préoccupé précisément de me dire, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, dans quelle planète vont-ils vivre? Et ce sont les deux raisons. Le fait que donc je suis habitué à une méthodologie scientifique, mais aussi ce qui m'a amené à me presser, c'est le fait de me dire, ben, ce n'est pas pour dans 100 ans ou dans 1000 ans ou dans 1 million d'années. C'est à assez brève échéance que la vie sur la Terre pourrait devenir extrêmement difficile. Alors, j'ai écrit autour de ce thème un livre qui s'appelle Mal de terre, où j'ai essayé de présenter les choses le plus objectivement. La science, est quand même, elle a des défauts, mais c'est quand même ce que nous avons de plus objectif à nous mettre sous la dent. Et j'ai donc rédigé ce Mal de terre, et j'ai été amené progressivement, quand je faisais mes conférences, à les appeler de l'astronomie à l'écologie. Quel rapport entre l'astronomie et l'écologie? Eh bien, j'ai trouvé la meilleure façon de le présenter par un monologue de Woody Allen. Je pense que c'est dans Alice ou bien Manhattan, je ne me souviens pas très bien. C'est la chose suivante. Woody Allen dit ceci. Il y a 4 grandes questions. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Alors évidemment, quand Woody Allen dit cela, c'est une boutade. Mais cette boutade, si on pense à ce soir, non pas ce soir, mais dans 30 ans, dans 50 ans, on s'aperçoit que ce n'est plus une boutade. Ça devient une question très importante, comment on va nourrir les êtres humains dans 30 ans, 50 ans, les populations continuent à croître et les stocks de poissons, les terrains habitables, tout cela décroît. Là, nous avons des courbes, encore une fois, très, très préoccupantes. Alors, je résumerai donc sa situation et le rapport avec Woody Allen en disant que les 2 premières questions qu'il pose, c'est d'où venons-nous? Qui sommes-nous? Alors ça, c'est l'astronomie, c'est les sciences de la Terre, c'est la paléontologie qui nous apprennent des choses sur d'où venons-nous, non pas ou qui sommes-nous, non pas que ça nous donne des choses éternelles, des vérités éternelles, ce n'est pas le cas, mais en fait, on a appris des choses sur nos origines. L'astronomie nous parle de nos origines, la biologie nous parle de nos origines. Le deuxième aspect, c'est où allons-nous et qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Ça, c'est l'écologie. Je dirais en un mot encore plus simple, l'astronomie, la science nous apprend comment nous en sommes venus à être ici, à être vivants ce soir à Saint-Tropez. L'écologie nous dit comment y rester dans de bonnes conditions.
dans les meilleures conditions possibles. Je crois que ce sont les deux aspects importants, ce rapport, ces deux volets qu'il y a entre l'astronomie et l'écologie. Alors j'ai poursuivi mes travaux sur ces questions avec des chroniques sur France Culture et plusieurs autres choses, et je suis arrivé à cette idée, comment est-ce qu'on peut résumer la situation? Comment la situation se présente aujourd'hui? Eh bien, là aussi, j'aime bien avoir des formules simples et lapidaires. Nous sommes 6 milliards 500 millions. La population croît, mais de plus en plus lentement. On prévoit que la population humaine va plafonner autour de 9 milliards, peut-être 10 milliards, autour de 2050. Et puis ensuite, vraisemblablement, d'après les démographes, la population devrait retomber assez rapidement. On voit un peu partout que les taux de natalité tombent très vite et vraisemblablement la population va décroître assez rapidement. Question. Est-ce qu'on peut faire vivre 9 milliards de personnes une vie convenable, certainement beaucoup plus frugale que celle que nous vivons aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire vivre 9 milliards de personnes sans détériorer irrémédiablement la planète? Ça, je pense, c'est la question qui peut se poser comme ceci. Et voilà, c'est le challenge dans lequel nous sommes. C'est aussi simple que ça. C'est la nature qui nous met ce challenge. Cela vient, en fait, si on se demande pourquoi c'est maintenant que nous avons ces problèmes, pourquoi on n'en parlait pas, vos parents, ou quand vous étiez enfant, vous n'entendiez pas parler d'écologie, d'environnement, on n'en parlait pas. Pourquoi c'est si présent aujourd'hui dans nos esprits, si préoccupant? C'est qu'il y a un clash entre deux éléments. Le premier élément, c'est l'accroissement de la population. Bien sûr, nous sommes passés à en multiplier par 4 en un siècle ou à peu près. Et ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas l'accroissement de la population qui est le plus grave, c'est l'accroissement de notre impact technologique sur la planète. Nous sommes aujourd'hui une force majeure dans l'évolution de la biosphère. Cette force majeure vient du fait que notre technologie, notre puissance technologique s'est multipliée par à peu près 20 pendant le XXe siècle. Ça, c'est l'élément le plus important. Le deuxième élément, le clash, c'est avec une chose qu'on savait depuis 2500 ans, c'est les astronomes grecs qui l'ont découvert, c'est que la planète n'est pas infinie. La planète n'est pas infinie. Aristote a montré en 2400 avant Jésus-Christ, a mesuré la circonférence de la Terre à 10% près, ce qui est vraiment très puissant pour cette période. Donc, depuis ce temps, on sait que la Terre n'est pas infinie. Mais on n'en a pas pris conscience. On n'a pas pris conscience de qu'est-ce que ça veut dire que de dire la Terre n'est pas infinie. Eh bien, ça veut dire que les réserves ne sont pas infinies. Ça veut dire que l'espace dans lequel nous rejetons nos déchets n'est pas infini. Ça veut dire que le gaz carbonique que nous brûlons, que nous émettons en grande quantité après, quand on l'a brûlé avec l'essence, le pétrole et tout ça, s'en va dans un lieu qui n'est pas infini. Donc, sa concentration augmente. C'est aussi simple que ça. En parenthèse, je fais remarquer que prendre le train émet 10 fois moins de gaz carbonique que prendre l'avion. Donc, c'est intéressant de le savoir. C'est juste une remarque en passant. Alors, donc ce clash vient du fait que notre impact atteint le moment critique où nous prenons conscience du fait que nos réserves ne sont pas infinies, que notre pollution n'est pas infinie. Non, pardon, la pollution est à l'échelle de ce qui se passe. Les Romains jetaient leur eau sale dans la Méditerranée. Mais il n'y avait pas beaucoup de Romains et la Méditerranée est grande. C'est là, justement, qu'il y a ce clash entre notre présence aujourd'hui et ce phénomène que la Terre n'est pas infinie. Et c'est ça que nous devons gérer. Nous devons gérer le fait que notre impact est à la mesure de la planète et que tout ce que nous faisons nous retombe dessus. On va en parler aujourd'hui pour le climat, mais il y a des quantités d'autres éléments, évidemment. Tout ce que nous faisons nous retombe dessus et nous entrons dans des années de gestion très difficiles parce qu'on est toujours, il faut sauver la chèvre et le chou, c'est la quadrature du cercle. Quand vous proposez quelque chose,
Je pense aux agrocarburants, par exemple. Tout le monde est bien d'accord pour les agrocarburants, cesser de brûler du gaz carbonique, de réchauffer la planète. Oui, c'est très bien. Mais les agrocarburants, pour la population, pour les voitures françaises, il faudrait cultiver des champs plus grands que la surface de la France entière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, évidemment, on va cultiver dans les pays pauvres. Et aujourd'hui, en Malaisie, par exemple, on détruit des forêts primaires, des écosystèmes en grande quantité pour y mettre des palmiers. L'huile de palmier devient un agrocarburant. Alors, vous voyez, on pensait avoir résolu un problème des agrocarburants, mais ça produit des effets plus dramatiques encore. Je vais terminer par vous racontant une petite histoire qui est assez symbolique de ce qu'il ne faudrait pas qu'il arrive. Ce sont deux planètes qui se rencontrent. Il y a une planète verte, en santé, rayonnante. Et il y a une planète blanche, pauvre planète, malade vraiment. Pardon. La planète verte dit à la planète blanche, « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air bien mal en point. » La planète blanche dit, « Ah, m'en parle pas, j'ai attrapé une sale maladie. Ça s'appelle l'humanité. » La planète verte lui dit, « Oh, t'en fais pas, j'ai eu ça dans le passé. Ça part tout seul. » Alors, voilà ce que nous voulons éviter. C'est que ce n'est pas la 6e extinction dans laquelle nous sommes, ne s'arrête pas parce que l'humanité aurait disparu. Si l'humanité disparaît, la 6e extinction disparaît aussi, s'arrête aussi. Et les baleines, les éléphants qui sont encore en vie diront « Ouf, on nous a débarrassés ». C'est ce que nous voulons éviter. Nous voulons viser de toutes nos forces à ce que l'humanité ne soit pas la victime de la 6e extinction. La Terre va continuer à tourner. La vie va continuer sur la Terre. Nous savons que la vie est extrêmement robuste, elle peut résister à tout ce que nous faisons. Ce qui n'est pas sûr, ce qui est en question, c'est la survie de l'humanité et dans quelles conditions. Donc je pense que ça c'est important, encore une fois, c'est des choses dures à entendre, mais il faut les entendre pour savoir comment on va gérer l'avenir. Mais l'avenir va être, je pense, très préoccupant. Merci.